Histoire de la télévision vous propose aujourd'hui « Et la télé inventa les guignols ». Le 10 mai 1981, la France découvre en direct le visage de son nouveau président. Et oui, après des dizaines d'années à porter à droite, le pays vient enfin d'effectuer un virage à gauche, la première fois dans l'histoire de la Ve République. Ah, bah c'est pas dommage. Et puis, entre la mise en place de chouettes mesures, comme l'abolition de la peine de mort ou la semaine des 39 heures, Tonton Mitterrand prépare l'arrivée d'une 4e chaîne, à péage, c'est-à-dire accessible uniquement grâce à un décodeur, histoire de ne pas avoir augmenté la redevance. C'est ainsi qu'André Rousselet, l'ami du président, qui avait bataillé pour monter cette 4e chaîne, devient PDG de Canal+, et ouvre l'antenne en direct devant près de 186 000 abonnés. En leur disant que nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas déçus. Marquant ainsi le début de ce qu'on va appeler l'esprit canal, oui, une vision décalée basée sur l'autodérision dans ce qui s'estime une anti-chaîne et qui donnera naissance à moult programmes destinés à devenir cultes comme l'œil du cyclone, le zapping, Cyberflash, Palace ou les nuls l'émission. Et Esprit Canal, dont Mea a elle-même fait partie en 2006-2007 lorsqu'elle était stagiaire là-bas. Oui, regardez, elle a même sa photo avec les guignols. Oui, je la remplace pour qu'on soit plus raccord avec le sujet. Évidemment, cet esprit s'est étiolé au fil des années, principalement après le départ de Pierre Lescure en 2002, puis s'est éteint définitivement lorsque Vincent Bolloré a mis la main sur le groupe en 2015. Non, le Dieu, y a plus personne devant la télé. Quoi ? Vincent, qui a confié les différents pôles à ses enfants et a décidé en premier lieu d'éteindre cette émission qui titille tant les politiques, j'ai nommé les guignols de l'info. Et ce qui lui prendra 3 ans quand même, il faut lui reconnaître une certaine ténacité. Bon, laisse tomber, mon PPD. Il se rend pas compte qu'en nous faisant sauter, il saute lui aussi. Et vu que c'est une longue histoire, qu'on sait pas si ça va passer question droit, et que Mea a promis à sa mère d'arrêter de faire des vidéos d'1 heure, on va donc vous raconter dans cette première partie les formidables débuts de ce qui sera un fidèle baromètre du monde politique. Alors on va pas faire toute l'historique de la chaîne, vu que c'est pas le propos, mais sachez donc que l'histoire des guignols de l'info débute fin 1987, lorsque les nuls, formés d'Alain Chabat, Bruno Carrette, Chantal Laubier et Dominique Farrugia, et qui participent activement à l'émission Nulle part ailleurs, annoncent au directeur des programmes Alain de Greff ne pas vouloir empiler pour une seconde saison. Oui, il faut dire que les nuls sont surchargés de boulot, puisque en plus d'un faux journal nommé JTN, présenté quelques minutes seulement avant le vrai des autres chaînes, le quatuor doit en outre intervenir à plusieurs moments primordiaux du show, c'est-à-dire au début, au milieu et à la fin. Je me souviens la rue Le Pire. On bouffait du riz cantonné, oui. Du coup, ils sont crevés et souhaitent prendre une année sabbatique afin de se consacrer à d'autres projets, notamment au cinéma. Ça t'a pas fait drôle ? Est-ce qu'on perd pas un petit peu le contact avec le public ? De fait, avec le départ annoncé de ses piliers, Alain de Greff doit donc trouver une solution de remplacement, le tout avant la fin de l'été 1988. On me fatigue, joyeux de rire. Par chance, bon amateur des chaînes anglo-saxonnes qu'il est, De Greff est tombé en pamoison devant Spitting Image, un programme britannique attirant plus de 12 millions de téléspectateurs, avec ses marionnettes caricaturant depuis 1984 le gouvernement anglais, mené d'une main de fer dans un gant de fer par Margaret Thatcher. Don't ever mention that again, Dennis. Yes, right, sorry. Et il faut savoir, cocorico, que ce programme de la perfide Albion est lui-même inspiré du Bébête Show français. Oui, encore un spectacle de marionnettes politiques créé cette fois par Stéphane Collaro et un moustachu nommé Alain Duverne. Le tout dans la grande tradition française du théâtre de marionnettes ambulants de la Renaissance, fustigeant les puissants. Eh bien, mes amis, avant de plonger en 1984, plouf plouf, il est temps, je crois, de souhaiter la bonne année à ces andouilles de contribuer à ces gentils téléspectateurs, si. Quoi ? Il a écrit cela ? Le Bébête Show étant d'abord une courte pastille diffusée à partir de 1982 dans Coco Boy, avec les marionnettes apparaissant également à d'autres moments du programme. Puis, à la rentrée 1984, lorsque Stéphane renomme son émission en Cocorico Boy, le Bébête Show perd un T dans son titre et prend alors sa forme la plus connue, avec cette fois nos hommes politiques déblatérant dans un bar. Et alors, tel un serpent se bouffant la queue, les marionnettes conçues dans l'atelier d'Alain Duverne sont, comme vous le voyez, fabriquées d'après les modèles du Muppet Show de Jim Henson, qui lui était tourné à Londres, avec Kermit Mitterrand, Barzy l'ours, Marchie la cochonne et bien d'autres. Alors, bande de clowns, ça vous embouche un groin. Assez, je vous en prie.
Tout ça pour dire que, alors, ne pouvant pas acheter les droits du Spitting Image, parce qu'ils avaient été vendus à M6 pour une diffusion fin 87 en VO, Alain de Greff décide de passer outre et de créer lui-même sa propre émission avec des marionnettes. Donc après un appel d'offres, le directeur des programmes reçoit ainsi 4 propositions dans lesquelles il pioche allègrement pour composer son équipe. De l'une, il en reprend les imitateurs et imitatrices, que feront les voix des personnages, dans la tradition très française du cabaret, comme du temps de Thierry Leluron et Pierre Douglas. On invite le leader de l'opposition, parce que c'est pas Mitterrand, c'est moi, à la télévision, tous les années bissextiles, et quand j'arrive, on me dit de me taire. Alors quand est-ce qu'ils causent, le représentant des travailleurs et des masses populaires? C'est ainsi que le noble Yves Lecoq, après quelques ratés à la télévision française, est engagé pour faire les voix masculines des futurs Guignols, accompagné à ce moment par Béatrice Beltoise, la future tic de Tic et Tac. Alors raconte. Beltoise qui sera ensuite remplacée par Sandrine Alexis, et le casting vocal va ainsi augmenter au fur et à mesure des saisons avec du Daniel Herzog ou du Nicolas Canteloup. Là, je marque mes personnages en couleur, pas me tromper de voix. Moi, je n'ai pas grand-chose, et parce que il n'y a pas... Il y a Yeltsin qui dit je prends le même, et puis voilà, donc c'est pas... Je vais pas être crevé ce soir. Les marionnettes, elles, seront réalisées par Alain Duverne, oui, le co-créateur du Bebête Show qui venait tout juste de quitter Stéphane Collaro, puisque celui-ci venait de déménager sur la Nouvelle 5 de Silvio Berlusconi, ceux qui rebutaient notre Gaulois réfractaire. Duverne, qui pensait se voir débouté par De Greff en annonçant le budget d'un programme digne de Spitting Image, reste abasourdi quand le directeur des programmes lui file 400 000 francs français pour concevoir un pilote, et fabriquer ainsi 10 marionnettes à la britannique, c'est-à-dire en latex, nécessitant 2 personnes à la manipulation, un pour la tête et les yeux, moyen d'une ficelle, et une autre pour les mains. Oui, principalement des femmes d'ailleurs, parce que 95% des CV qu'il reçoit sont des profils féminins. Le souci, c'est que, pour le moment, chez Duverne, seuls 6 marionnettistes sont disponibles, dont lui-même, ce qui veut dire qu'il est physiquement impossible, à ce moment, de programmer une séquence en direct. Oui, de fait, la pastille baptisée à ce moment les arènes de l'info devra être un magnéto, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qu'elles sont réalisées 2 à 8 semaines en amont et balancées ensuite en enregistrement dans l'émission, les empêchant donc de réagir à chaud sur l'actualité, ce qui est bien dommage pour un machin se voulant une parodie d'un journal télé. Tu montes? Écoutez combien? 4e. La montagne. Quant aux scénaristes, et puisque les arènes doivent remplacer les nuls sur leur créneau horaire et donc continuer à capter leur public, De Greff engage justement 3 anciens auteurs du JTN, en commençant par Christian Borde, mieux connu de nos jours sous le surnom de Moustique. Salut toi. Et Alexandre Pell, oui, Sylvain, dans Caméra Café. Eh, doucement quand même, parce que moi si je suis là, c'est à cause de vous. J'ai même pas haussé le ton, alors pourquoi tu me dis doucement? Bah parce que c'est marqué dans le texte, et que je suis un mauvais comédien. Le tout sous la houlette d'Arnold Boiseau, qui avait débuté au Café Théâtre et qui va non seulement participer à l'écriture, mais également à la mise en scène, au décor, à la réal, bref, qui va donner l'identité de cette première saison. Donc il y a eu 3 pilotes qui ont été faits, et les pilotes, ils étaient pas convaincants du tout. Les marrettes, c'était un peu... on sentait que c'était de l'essai, quoi. Et pour couronner le tout, eh bien vlatipa qu'en mars 1988, les bébêtes reviennent sur TF1, toujours par Stéphane Collaro qui revient, la queue entre les jambes après avoir été dégagé de la 5. Le tout afin de profiter de l'engouement des présidentielles. Diffusée à 19h50, soit pile pendant la tranche horaire envisagée par De Greff pour ses arènes, l'émission est un carton, drainant entre 8 et 13 millions de téléspectateurs attirés par les jeux de mots et les blagues salaces de nos chansonniers. Je suis allé à Cayenne pour exprimer mon courroux. Elle est bonne. Pas encore diffusée et pourtant déjà en concurrence, nos auteurs de Canal+ sont donc forcés d'envisager une formule s'éloignant le plus possible des peluches de TF1. D'où cette première saison un peu chelou des arènes de l'info, que Gilda se renomme quand même les Guignols durant ses lancements. Les Guignols, les arènes de l'info, dans un instant. Oui, il est comme ça, Fifi, c'est lui aussi qui avait baptisé les nuls de la même façon. Et alors justement, je trouve que la première saison des arènes ressemble beaucoup, par son ambiance, sa réal et son montage, à Objectif Nul. Oui, un feuilleton spatial délirant parodiant Star Trek et Alien, diffusé sur la même chaîne en 86-87, avec déjà les nuls dedans, quand ils s'appelaient pas encore les nuls, et aussi écrite avec Boiseau, Moustique et Pell. Retrouvez dans votre tasse des siècles de tradition. Un ovni, quoi, dans tous les sens du terme, ce qui fait que cette première saison des arènes fascine, avec son ton iconoclaste, mais déroute aussi, à cause de son montage un peu trop speed et la profusion de vannes portées sur le cul. Tapez d'abord à travers l'enveloppe pour vérifier si l'esquimau a bien le bâton. Veuillez madame relire cette réplique. Et en fait, même les auteurs ne s'y retrouvent pas trop, ce qui fait que Moustique et Pell préfèrent arrêter les frais pour la saison suivante, retournant taffer avec les nuls sur leur ABCD, signant ainsi le retour du Quatuor sur Canal. Tout le monde le sait, c'est A comme Alain,
C'est B comme Bruno. C comme Chantal. Et D comme... Et alors ce qui est drôle, c'est que lorsqu'ils feront Les Nuls l'émission, après la triste disparition de Bruno Carrette, décédé des conséquences du sida, ils s'amuseront quand même à reprendre un des concepts mis en place durant la première saison des Arènes de l'Info, avec le bar des Guignols, oui, ressemblant justement beaucoup au principe du bébé de show avec Gérard Jugnot en homme du peuple. Sauf que là, c'est le vrai Gérard Jugnot, et la blague, c'est qu'il est manipulé comme une marionnette, oui, avec une seconde personne qui fait ses mains. Dites donc, monsieur Mourzi. Prends la patate. Oui. Ça vous embête pas, vous, d'être une marionnette à la télé? Pas du tout. Du reste de ce temps-ci, je la regarde jamais. Au revoir. Et dire qu'on les paye pour faire ça. Tout ça pour dire que les Arènes de l'Info, c'est pas très bien, mais Alain de Greff, il y croit à son concept. En plus, l'équipe de Duverne s'est agrandie, glanant plein de membres motivés. Et les audiences ne sont finalement pas si mauvaises, surtout quand on sait que TF1, il a reculé ses bébêtes à 19h55. Oui, pile quand les Guignols commencent, histoire de pas laisser ses spectateurs zapper entre les deux. Et vu que Moustique et Pelle sont partis, on engage donc de nouvelles plumes, de talent avec Benoît Delépine, le futur Michael Cull, qui venait à la base voir de Greff pour lui dévoiler le pilote d'une émission intitulée Groland, ou une sorte de faux documentaire dans un faux pays. Oui, le genre de truc qui pourrait durer au moins 35 piges. Parce qu'à un moment, voilà, il écrit ses conneries, après il faut qu'il les fasse. Bon alors De Greff est intéressé par ce Groland, mais pense que le public n'est peut-être pas encore prêt pour un tel concept. Surtout que Canal vient tout juste de se prendre un énorme four, avec la pourtant cultissime série Palace, dont je vous causerai sûrement un jour. Bonsoir les pauvres, bienvenue à... Soyez Palace chez vous. Alors justement, vu que François Rollin et Jean-Marie Gouriot, deux auteurs de Palace, sont désormais libres de tout engagement, Alain de Greff leur propose de s'associer avec Benoît Delépine et Arnold Boiseau afin d'écrire la seconde saison des Arènes. Oh ça tombe bien alors. Alors cette fois l'émission est enfin présentée en direct et commence un peu à ressembler à la version que l'on connaît, avec PPD ou parfois Christine O'Crinte derrière le gros comptoir, mais également des séquences tournées à la table de Gildas. Mais c'est pas encore ça, ouais, ça ressemble toujours à un nulle part ailleurs condensé plutôt qu'à un faux journal. Et les auteurs ne sont pas encore satisfaits du résultat, considérant que la mise en scène de Boiseau est à la masse. Ce qui fait que, à la fin de cette seconde saison des Arènes de l'Info, Rollin, Gouriot et Delépine veulent se barrer, mais De Greff insiste pour qu'il reste au moins une année de plus, surtout que les audiences sont désormais supérieures à celles des nuls auparavant. Et pour les convaincre, il leur donne carrément champ libre pour modifier l'émission à leur guise, en la transformant en un véritable faux journal, comme le faisaient les nuls et Coluche en leur temps. Puisque t'as aussi eu Coluche sur Canal en 85. Le Parti Socialiste nous dit faire un pas à droite, ça serait faire 3 pas en arrière. Je vais vous le faire parce que ça c'est assez compliqué. Je fais un pas à droite, 3 pas en arrière. Je fais un pas à droite, 3 pas en arrière, vous voyez. Voilà. Ça va être une campagne électorale très dense. Arnold Boiseau est alors dégagé, il partira ensuite faire les Minicums 3 ans plus tard sur France 3 et se voit remplacé par Franck Arguillière à la direction artistique, avec lequel François Rollin avait travaillé au théâtre. Et c'est ainsi que nos 4 amis vont renommer les Arènes en Guignols de l'Info, nous donnant l'émission telle qu'on l'a eue pendant presque 30 ans avant que Bolloré y bousille tout, avec les titres, l'image du jour, le magnéto, l'interview et la lucarne de fin. Merci, un Français sur 2, à ciao, bonsoir. Et si l'émission se cherche encore durant ses premières semaines, c'est le départ de François Rollin fin 90 et son remplacement par Jean-François Alain, co-auteur des spectacles de l'humoriste Laurent Violet et de l'imitateur André Lamy, qui va permettre aux marionnettes de trouver enfin l'étincelle qu'il leur fallait. Merde, putain, j'ai tout pété! Oui, la recette qui va faire mouche durant des dizaines d'années. C'est-à-dire non plus simplement des blagues, mais bel et bien une critique des médias et du traitement de l'information. C'est un signe que nous envoient les Français. Oui, bon, ça va. Merci, monsieur Jospin. Il y a tout de même près de la moitié des Français qui ont voté pour lui. On peut lui laisser 5 minutes. Oui, bon, allez, 10 secondes. Et vous conclurez, hein, monsieur Jospin. Il faut que Merci, monsieur Jospin. Ouais, en fait, le déclic a lieu durant l'opération Tempête du désert, en janvier 1991, quand George Bush Senior décide d'intervenir au Koweït, afin de repousser l'invasion de Saddam Hussein. Tous les médias sont sur le front afin de couvrir le conflit, mais l'information étant verrouillée, les journaux télé se sont retrouvés obligés de meubler, avec des correspondants ne sachant pas quoi dire, et des intervenants un peu paumés. Tous les trois, en l'occurrence avec Rollin et Jean-François, on s'est mis vraiment à regarder la télé à fond, nuit et jour, et à repérer les tics, et à les exploiter, quoi. Bref, les Guignols se sont donc amusés à s'engouffrer dans la brèche et de se moquer, alors non pas de la guerre, mais de son traitement, avec PPD interviewant un commandant Sylvestre à la masse, et se faisant rabrouer par un Yves Mourouzi agacé. Oui, je vous entends, Patrick, que vous commencez sérieusement à me casser les couilles. Enfin bref, c'est un carton qui attire plus d'1 million de téléspectateurs chaque soir, un succès qui va aller en grandissant, même après le départ de Jean-Marie Gouriot, fin 1991, et son remplacement par Bruno Gassio.
Et avec l'arrivée de Gassio débute alors ce qui va être considéré comme l'âge d'or des guignols, celle où Benoît et Jean-François trouvent les idées qui font mouche, comme la boîte à cons, la World Company, ou Jacques Chirac qui s'emmerde, tandis que Bruno s'occupe de mettre tout ça en forme, en s'occupant des dialogues, le tout réaffiné ensuite par Jean-François Alain à nouveau. Mais oui, tu vas y aller à Matignon, hein? Pour l'arbre de Noël. Il y aura petit tout et grand Lulu. Une heure de gloire qui connaîtra son apogée lors des présidentielles de 1995, avec des slogans comme « Ne pas voter peut provoquer un président grave ». T'as la vente de l'enveloppe des présidentielles des Guignols, avec des parodies de chaque candidat, et même des parodies de candidats qui se présentent pas. T'as aussi eu un jeu de société un peu naze, parce que c'est un quiz, et quand on n'a pas d'idée, on fait des quiz. Ouais, le but est juste de faire un certain nombre de tours. Non, en fait, celui du Bébé Show est 1000 fois mieux, puisque lui, au moins, il a un gameplay. Lamentable. Alors t'as aussi eu l'agenda secret de Jacques Chirac, plein de pages avec plein de vannes, représentant le 1993 fictif du candidat, un bouquin que nos sales gosses ont fait après que le véritable Chichi ait présenté dans la presse des pages de son propre agenda, pour montrer que, contrairement à sa marionnette, lui, il travaille. Je peux plus, je m'emmerde. Ah, qu'est-ce que je m'emmerde! Oui, en fait, Chichi avait été outré, justement, de voir son guignol chaque soir à la télé dire qu'il s'emmerde. Il avait même chopé par le col Pierre Lescure dans les coursives du Parc des Princes, pour l'engueuler. Et les auteurs s'étaient même, curieusement, pris tous les trois un contrôle fiscal dans la gueule, en juin 93. Est-ce que ça les a calmés? Eh ben non, pensez-vous, puisqu'ils ont fait dans la foulée le faux agenda de Jacques Chirac, un bouquin qui s'est quand même écoulé à plus de 200 000 exemplaires, excusez du peu. Et t'as même eu une version poche. Alors bien sûr, Chichi enterrera la hache de guerre quand son équipe de com surfera sur la popularité de la marionnette, du candidat, chez les Guignols, en reprenant même les slogans de ces derniers. Compagnons, mangez des pommes! Oui, alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, les auteurs n'ont jamais eu l'intention de faire élire Chirac à la présidence, en le faisant passer pour un type sympa. Déjà parce que Chichi est capable de faire ça tout seul, et en plus il voulait juste ne pas faire élire Balladur. Oui, ça n'a pas l'air de marcher très fort pour vous. Oui, probablement pour venger le président André Rousselet, qui avait, selon lui, été dégagé de Canal en 94, par l'ancien Premier ministre et son entourage. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Mais enfin tout ça nous le verrons, ou pas dans une seconde partie où je vous parlerai des 2 chouettes jeux vidéo sortis durant cette époque bénie. Nous causerons aussi rapidos de la fin du Bébé Show ainsi que de l'incroyable soirée présidentielle du 7 mai 1995. Oui, un véritable tour de force réalisé en direct le soir du second tour des élections. Et puis alors si le temps nous le permet, nous retracerons également la lente agonie des marionnettes après le rachat de la boîte par la famille Bolloré. Et c'est bien dommage que les Guignols aient disparu car je pense qu'on aura encore bien besoin de ce genre d'émission satirique en France. Mais tout ça n'est pas perdu. Il suffit d'avoir le bon geste écolo. Bienvenue dans un passé de rêve, lors d'une époque bénie, où le groupe Canal n'appartenait pas encore à Bolo et où Hanouna ne faisait que livrer des pizzas sur la chaîne Comédie. Ce passé a l'air merveilleux, il peut encore être le vôtre. Oui, comme moi, il suffit d'avoir le bon réflexe. Pour ma part, je recommande la lessive tout sauf l'extrême droite, la seule qui ne vous prive pas de vos libertés. Des bisous, et j'espère à la prochaine. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit, libre de droit, cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Et il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Assez.